Du 16 décembre 2021 au 4 mars 2022, gouvernement, organisations de la société civile, partis et groupements politiques ont participé au dialogue politique dans une ambiance conviviale. Ils ont librement signé le rapport final avec en ligne de mire les prochaines échéances électorales dans un climat apaisé. Quels sont les enjeux de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et les anciens chefs d'État Henri Konan Bédié et Laurent Gbagbo, prévus ce 14 juillet à Abidjan? Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans Ça fait l'actualité. Des leaders politiques se prononcent sur cette rencontre qui se tient donc demain au Palais présidentiel. Je vous propose de suivre ce reportage réalisé par Seydou Ouattara et Ibrahim Touré. La rencontre des trois piliers de la politique ivoirienne a été évoquée lors du dialogue politique tenu en début d'année. Elle aura finalement lieu le 14 juillet 2022. Sur la table des trois présidents, la question des compatriotes arrêtés lors des crises électorales de 2010, 2011 à 2020. L'environnement électoral avec à la clé les élections municipales et régionales de 2023 et la présidentielle de 2025. Faut-il qualifier cette rencontre de la dernière chance? Il y a des attentes pressantes. La Côte d'Ivoire a besoin définitivement de retrouver la cohésion nationale, la réconciliation et la paix durable. Dernière chance, non. Parce que le dialogue, au fond, nous l'a enseigné, et ça doit être un processus permanent. Ça doit faire partie du quotidien des Ivoiriens. Nous devons, nous tous, mais les leaders politiques en particulier, nous imprégner des vertus du dialogue, pratiquer donc le dialogue au quotidien dans ce que nous faisons. C'est pour ça d'ailleurs que je voudrais encore me souvenir de Fouet-Boigny qui nous disait que tout finissant par le dialogue, il vaut mieux commencer par le dialogue pour éviter les conflits. Donc j'invite mes aînés à prendre bien place, à s'asseoir confortablement autour de cette table du dialogue. Ils doivent savoir, chacun d'eux, parce qu'ils ont servi avec passion la Côte d'Ivoire, peu importe les résultats, ils doivent retenir que l'héritage le plus précieux que la Côte d'Ivoire contemporaine aspire d'eux, eh bien, c'est leur contribution donc à la paix durable, à la Côte d'Ivoire qui se retrouve rassemblée à une Côte d'Ivoire de dialogue et de vraie fraternité. Le pays ne vit pas une autre crise, mais c'est la rencontre qui va certainement dessiner les contours de la Côte d'Ivoire de demain, résolument engagée sur la voie de la paix et du développement. Parce que chacun rêve de stabilité et de croissance économique. Voir ces trois grands leaders politiques de notre nation se rassembler, c'est un signal fort qu'on donne à nos populations pour dire qu'il y a un temps pour faire la guerre, il y a un temps pour faire la paix. Et ce qui nous unit aujourd'hui est plus fort que ce qui doit nous désunir. Et la Côte d'Ivoire au-dessus de tout. Donc au niveau social, il y aura un apaisement au niveau de l'environnement social. Si on veut parler de développement, il faut qu'il y ait une stabilité. Et cette rencontre va donner non seulement un signal fort à l'intérieur pour rassurer nos populations qu'aujourd'hui, il faut se mettre au travail. Un signal fort aussi au plan international. Parce que les investisseurs, voyant quand même des leaders d'obédience politique différentes se parler aujourd'hui, ça rassure les investisseurs. Une rencontre historique pour la vérité, la justice et la cohésion pour qu'une bonne réconciliation triomphe. Plusieurs voies pour le règlement de ces différends. Il n'y en a que deux. Ou le recours à la force, ou le recours à des négociations, au dialogue. Le dialogue est l'arme des forts et non des faibles. C'est l'arme de ceux qui font passer les problèmes généreux avant les problèmes particuliers et la question d'amour propre. C'est un dialogue important qui doit permettre surtout d'instituer ces genres de rencontres aussi régulièrement que possible pour que les problèmes se résolvent. Vous voyez, dans certains pays, les anciens chefs d'État se rencontrent pour partager les expériences et éventuellement donner conseil à celui qui est au pouvoir de l'expérience qu'il a tirée
pour que le pays avance. Ça aussi, c'est du patriotisme. Et nous pensons que ces genres de rencontres doivent se tenir autant que faire se peut pour permettre aux Ivoiriens de vivre en paix. Nous avons besoin de la paix pour construire le pays. Nous voulons aller de l'avant, assurément, mais sans pour autant renier notre passé, sans tourner le dos à celle de nos formes de civilisation qui constituent notre originalité et dont l'Ivoirien a grand besoin. Ce que veut l'Ivoirien, c'est la paix. Nous n'avons qu'un objet de haine, la guerre. Qu'une seule obsession, la paix. La paix des cœurs, la paix sociale et la paix entre les nations. Bonsoir Félix Boni. Bonsoir madame. Alors vous êtes journaliste éditorialiste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Arthur Banga, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes historien enseignant à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. C'est cela. Merci à tous les deux d'avoir répondu à cette invitation de Ça fait l'actualité sur ce sujet qui est d'actualité encore une fois. Quels sont les enjeux de la rencontre entre le président Alassane Ouattara et les anciens chefs d'État qui a lieu demain, 14 juillet. Alors Arthur Banga, après avoir suivi cet excellent élément réalisé par Seydou Ouattara et Ibrahim Touré, quel commentaire celui-ci vous inspire? Je pense que ça situe un peu sur les attentes de demain. On a une rencontre importante, en ce sens que c'est d'abord un symbole fort. Souvenons-nous que la dernière fois que les trois se sont rencontrés, on était en 2010. Oui. Et le revoir aujourd'hui, c'est peut-être le symbole le plus fort pour nous dire qu'on est en train de tourner une page de conflit pour aller vers une page plus nouvelle de construction, de dialogue politique. Et ça confirme l'ambiance qu'on a depuis le dialogue politique, depuis les législatives. On est dans une ambiance apaisée, tranquille. Et il faut que ce symbole-là, de revoir les trois elders de la politique ivoirienne se réunissent, les trois derniers présidents qu'on a eu se réunissent pour parler de la nation, pour parler de la paix. C'est un symbole fort et c'est un signe encourageant pour un retour vers la paix définitive, la réconciliation et la démocratie qui font partie des attentes les plus importantes des Ivoiriens aujourd'hui. Alors Félix Boni, quel commentaire à la suite de cet élément que nous avons regardé ensemble? Je retiens encore la phrase de Houphouët-Boigny qui disait qu'il n'y a que deux solutions pour résoudre un problème, c'est-à-dire soit on y va par la force ou on recourt au dialogue. Et c'est vraiment heureux que nos dirigeants, les aides se retrouvent encore après les rencontres à deux. Le président Ouattara a rencontré le président Bédié en novembre 2020, juste après les élections qui ont quand même connu quelques échauffourées. Et puis ensuite, au retour du président Gbagbo, ils se sont rencontrés encore en juillet, il y a un an. Et que les trois se retrouvent, je crois que c'est un bon signal parce que dans tous les cas de figure, depuis la mort de Houphouët-Boigny, ces trois acteurs ont été principalement les protagonistes de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. Oui. Et comme on le dit, il y a un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Je crois qu'à leurs âges aujourd'hui, je crois que le plus moins âgé aura 80 ans en 2025. À leurs âges aujourd'hui, la sagesse recommande qu'ils laissent un bon héritage aux Ivoiriens. Et ce meilleur héritage pour la Côte d'Ivoire, c'est cet héritage qu'Houphouët-Boigny a laissé, un pays de paix, un pays de dialogue. Alors, on parle justement de cette rencontre qui est prévue demain, mais avant cette rencontre attendue du 14 juillet, le président de Gbagbo a rencontré son aîné, le président Henri Konan Bédié, deux présidents de partis politiques, et par la suite, le président Gbagbo s'est rendu chez le président de l'UDPCI, Mabrik Touakeus. Selon vous, qu'est-ce qu'ils se sont dit? N'oublions pas que même si ce sont les trois elders, on est et deux anciens présidents, dans la configuration politique, on a affaire quand même à deux leaders de partis d'opposition et un président en exercice. Dans ce genre de rencontre, il est intéressant, je pense, d'essayer de coordonner ce qu'ils doivent dire, oui. Déjà en tant que citoyen et en tant que leader politique, parce que il aura une discussion, mais celui qui décide finalement, celui qui a le pouvoir de décider, c'est Alassane Ouattara. Voilà. Il faut quand même que les autres coordonnent avant de lui parler, lui, même s'il aura en face de lui son aîné et son cadet, il reste président en exercice. Et par là, Mabrik Touakeus, c'est aussi quelque chose d'important parce que je pense que c'est la quatrième force politique au Parlement qui ne sera pas présent au dialogue. C'est important d'entendre aussi ce qu'il attend et ses suggestions. Je pense que cette façon de coordonner les choses avant d'arriver, ce n'est pas si mal. C'est stratégique.
Oui, c'est nécessairement stratégique. De toute façon, on peut pas être Laurent Gbagbo, ne pas être stratégique. Naturellement, c'est stratégique. Mais dans la stratégie, il faut garder quelque chose de constructif, de se mettre en une position pour coordonner les choses dans l'intérêt des Ivoiriens. Il ne faut pas oublier que le décideur, malgré tout, ça reste Alassane Ouattara. Alors, Félix Boni, justement, ces rencontres entre Laurent Gbagbo, Mabrit Touakeus et Henri Konan Bédié ont fait bouger la toile. Mais pourquoi? Est-ce que c'est anormal que cela se passe avant une telle rencontre prévue le 14 juillet? Mais je pense que c'est la démarche la plus loyale que le président Gbagbo a eue. D'abord, il est en alliance avec le président Bédié et je crois que pendant l'élection de 2020, ils étaient même en alliance avec Mabrit Touakeus également aussi. Arthur l'a dit tantôt, l'UDPCI est la 4e force politique en Côte d'Ivoire. Il fut un moment où on parlerait de la rencontre des 4 grands, paix à son âme, quand le général Guéhi était encore en vie. Et aujourd'hui, quand on regarde le dialogue politique précédent, les problèmes qui ont été analysés, on voit que les préoccupations de l'UDPCI sont également prises en compte. Donc je crois qu'avant de rencontrer le président Ouattara, pour discuter du dégel de tout ce qui est des accords et de tous ces problèmes, il était important de rencontrer effectivement Mabrit Touakeus pour prendre en compte toutes les préoccupations, les rassembler, les résumer et puis pendant leurs échanges, qu'il n'y ait aucun sujet qui soit vraiment tabou. Alors, cette rencontre est donc prévue demain, 14 juillet, on l'a dit. Il n'y a pas d'ordre du jour officiel. Mais je voudrais, avec votre permission, citer le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Koulibaly, qui a indiqué que cette rencontre répond à des recommandations issues du dialogue politique entre le gouvernement, les partis politiques et la société civile. Quel pourrait être cet ordre du jour? D'abord, moi, je pense qu'il y a le point sur le dialogue politique lui-même. On dit que c'est une recommandation du dialogue politique, donc il s'inscrit dans le dialogue politique. Donc, le point de ce dialogue politique, dans ces recommandations, qu'est-ce qui a été fait, qu'est-ce qui doit être fait, comment consolider les acquis. Donc, ça, c'est pour moi le premier point de situation. Et je pense que c'est le principal point de l'ordre du jour, parce que ce dialogue politique, c'est vrai qu'il a eu des acquis solides, notamment des engagements, apaiser la situation, mais il reste encore plein de questions techniques liées aux élections, liées aux prisonniers, pour certains prisonniers politiques, pour d'autres. Les dénominations diffèrent. Toujours est-il que ce sont des prisonniers. Et donc, c'est des questions à débattre. Deuxième point, c'est aussi la suite de les discussions, parce que n'oublions pas que même s'ils se retrouvent à 3 depuis 10 ans, il y avait quand même des contacts de part et d'autre. Félix les avait évoqués. Il y a aussi des échanges téléphoniques qu'on peut avoir. Donc, dans leurs discussions particulières, il y a des points de situation qu'ils doivent le faire. Troisième point, justement, au-delà du dialogue et de ce qu'on peut attendre de leurs discussions particulières, c'est de parler juste de tout ce qui peut concerner la Côte d'Ivoire, parce que n'oublions pas que Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié sont des anciens chefs d'État. Ils ont eu à gérer des situations. Ils peuvent en profiter pour partager leur expérience avec Alassane Ouattara sur des questions qu'on attend, des questions de cherté de la vie. Voilà, ces questions-là, ils peuvent aussi en discuter, comme les Ivoiriens. Ce sont des citoyens comme un autre. Et en plus, des anciens présidents qui ont forcément de l'expérience dans ce conseil. Il y a des situations qu'on vit aujourd'hui qu'ils peuvent aborder aussi. Félix, comment vous voyez justement le contenu de cette rencontre qui est attendue demain? Le contenu de cette rencontre, ce qu'on espère de cette rencontre de demain, c'est que ce ne soit pas vraiment les poignées de main. Il faut bien se saluer avant de commencer. Non, il ne faudrait pas qu'on s'arrête là, parce que si c'est ça, on est déjà habitué à ça. Il y a eu les rencontres de 4 grands auparavant, il y a eu des rencontres à 2 entre ces différents leaders. Mais les Ivoiriens attendent beaucoup de choses de cette rencontre, parce que... Mais avant d'arriver aux enjeux, le contenu justement... Selon vous, qu'est-ce qui va être évoqué entre les 3? Évidemment, si le président Gbagbo a rencontré le président Bédié et le président Mabrit Touakeus, c'est-à-dire qu'il va sans dire que les 3 vont évoquer les questions relatives à la mise en œuvre des résolutions du 4 mars 2022 du dialogue politique, qui a été signé par tous les partis, librement signé par tous les partis prenantes. Et au-delà de ça, il pourrait éventuellement évoquer les questions de l'actualité, mais je pense principalement, il s'agira de la mise en œuvre des réseaux, parce que ce dialogue a pratiquement abordé toutes les questions, je dirais, au plan politique, institutionnel, au plan sécuritaire. Ce dialogue a abordé pratiquement toutes les questions. Je pense que depuis le mois de mars jusqu'à maintenant, il n'y a pas encore eu véritablement une mise en œuvre de toutes ces résolutions signées. Et il va être question éventuellement
de passer véritablement à l'acte par rapport à ces questions. Mais il y a quand même une évolution en ce qui concerne la CEI, la Commission électorale indépendante, avec ce choix. Il y a 2 personnes qui vont intégrer... De nouvelles personnes qui vont intégrer. 2 personnes, donc il y a l'opposition et une personne du parti au pouvoir, et puis une place de 4e vice-président qui, normalement, devrait revenir à l'opposition. Donc vous pensez que les lignes n'ont pas bougé? Oui, les lignes ont un peu bougé, mais par rapport au nombre de... Par rapport aux résolutions qui ont été prises, les lignes ont légèrement bougé, très légèrement bougé, parce qu'il y a beaucoup de questions, le financement des partis politiques, la question relative, on disait même dans la conclusion du dialogue politique que les numéros de compte de certains devaient être transmis au Premier ministre pour qu'ils puissent avoir accès à un certain financement. Tout ça, ce n'est pas des éléments qui ont été effectifs. Je pense que... Mais qui doit, justement, on parle de la transmission au cabinet du Premier ministre de la liste des numéros des comptes des personnalités dont les comptes seraient encore gelés. Arthur, qui doit faire cela? Je pense que dans le dialogue politique, il y a eu cette première phase dont on doit se réjouir, qui était une phase de pourparlers, d'engagement. Mais au-delà même des engagements, il y a beaucoup de questions techniques qui sont restées. Voilà. Au niveau des engagements, on a eu des solutions conjoncturelles. Ce que j'appelle solutions conjoncturelles, ajouter 2 personnes à la CEI, un vice-président, c'est conjoncturel. Il faut maintenant des réflexions structurelles. D'ailleurs, c'est ce que recommandait le dialogue politique à travers un comité de suivi. Et comme il a dit, il y a beaucoup de questions qui sont restées sans véritable objet d'application, le redécoupage électoral, le financement des partis, tout ça, il faut retravailler de façon structurelle. À côté, il y a des questions, comme celles que vous venez d'évoquer, où des recommandations ont été faites, mais n'ont pas été totalement appliquées à ce jour. Je pense qu'on a l'occasion demain de pouvoir les débloquer. D'ailleurs, on parlait de la mise en place d'un comité de suivi. Je ne sais pas à quel niveau ce comité de suivi est, mais demain, justement, il faut pouvoir débloquer toutes ces questions qui restent en suspens. Alors, est-ce que vous pensez, parce que ces 3 personnalités ont derrière elles des millions de personnes qui se reconnaissent en elles, est-ce que vous pensez vraiment que c'est un tournant décisif pour la consolidation de ce qui a été construit depuis quelques années, à savoir la stabilité, la paix, la cohésion sociale et l'unité? Est-ce que vous pensez que c'est un tournant décisif demain? Absolument, parce que pendant 30 ans, la vie politique en Côte d'Ivoire a été rythmée par, j'allais dire, les postures, les positions de ces 3 grands leaders. Et donc, le symbole qu'ils vont donner demain, en tout cas, on espère que quand ils sortiront de là demain, ce sera vraiment le tournant pour qu'on tourne définitivement la page. Quelqu'un a dit, il y a un temps pour faire la guerre, un temps pour faire la paix. Et je le dis et j'insiste, ces 3 aînés, le plus jeune aura 80 ans en 2025. Plus que jamais, c'est le moment de laisser le plus bel héritage à la Côte d'Ivoire. Parce que eux tous, chacun d'eux, a voulu servir pour montrer son amour. À servir ou à servir? Montrer à servir. Et voulait servir. Oui. Dans les crises qu'on a connues, c'est parce que chacun voulait servir pour montrer son amour pour la patrie. Chacun a pu servir à un haut niveau de la République. Et je crois que c'est plus que jamais le moment de donner cet héritage de paix et de dialogue, et de sorte que ceux qui vont continuer puissent dire à nos aînés, nous ont laissé un héritage, c'est l'héritage de paix. Ils se parlaient et ils se comprenaient. Ils ont eu des moments de crise. Mais ça aussi, il faut le signaler. Ce n'est pas typique à la Côte d'Ivoire ou à d'autres pays. Nous sommes encore dans l'apprentissage de la démocratie. C'est normal qu'à un moment donné, on y ait des chocs. Même les plus grandes démocraties, les États-Unis, on sait que ça a été des moments très difficiles. Il y a eu des morts, mais ils ont su tourner les pages. Même l'Allemagne, si je prends le cas de l'Allemagne, ils ont monté des stèles où on a plein d'images, de photos, les noms de tous ceux qui sont morts. Mais aujourd'hui, ça inspire les Allemands pour que demain ne soit plus comme hier. C'est-à-dire, les erreurs d'hier doivent servir de modèle pour que demain soit encore meilleur. Et je crois que la rencontre de demain est un tournant décisif. Et dans l'applicabilité des résolutions de cette rencontre, on verra, si nous sommes à mi-chemin des élections locales, en 2023, on verra comment ces élections vont se passer. Comme à l'issue de la phase 4 du dialogue politique, on a eu les élections les plus apaisées en Côte d'Ivoire, les législatives 2021. Et j'espère qu'en 2023, cette rencontre va déboucher sur des élections véritablement apaisées au niveau local. Et ça va nous permettre véritablement de tourner la page de tout ce qu'on a vécu jusqu'à maintenant. D'ailleurs, Arthur Banga, puisque Félix parlait de ces élections en 2021, c'était la première fois que tous les partis, depuis la crise, tous les partis politiques ont librement participé et dans l'inquiétude à ces élections législatives. Alors, pour vous aussi, c'est un tournant décisif demain? Vous êtes historien, je le rappelle. Oui, demain, c'est forcément un jour important.
Un jour important pour la suite. Peut-être que le mot décisif peut paraître fort, mais tout au moins le mot important pour 2 raisons. D'abord pour la symbolique. Est-ce qu'on ne peut pas sortir des symboles? Est-ce que les symboles... Mais les symboles construisent la nation, les symboles construisent les imaginaires. On a eu beaucoup de symboles par le passé. Oui, mais celui-là est particulier parce qu'on ne l'a pas eu depuis 10 ans quand même. Oui. Voilà, c'est quand même un signal fort de dire que depuis 10 ans, les 3 leaders ne se sont pas... Pardon 12 ans. 12 ans, voilà, Oui. en plus, depuis 2010. Donc ça fait 12 ans qu'ils ne se sont pas rencontrés tous les 3. Donc la symbolique, elle n'est pas faible. Elle est forte, cette symbolique, d'autant plus que demain, on peut l'utiliser pour apaiser les cœurs, pour relancer le dialogue au niveau local. Comme l'a dit Félix aujourd'hui, il y a des millions d'Ivoiriens qui continuent à s'identifier à Alassane Ouattara, Henri Konan Bédié, Laurent Gbagbo. Donc, si ces 3-là se parlent, ça va pouvoir descendre. Donc, la symbolique, elle est importante, je pense. Faut pas tout de suite la balayer du... Non, elle n'est pas balayée du revers de la main. Je rappelais juste comme une histoire pour qu'on ne revienne pas en arrière. Oui, je comprends qu'il peut y avoir un sentiment de lassitude, justement, face à ces symboliques. On a eu les 4 grands, on se souvient de la rencontre sous l'égide de Blaise Compaoré à l'époque médiateur entre Laurent Gbagbo et Alassane Ouattara. Et puis, à la veille des élections et le lendemain, on est rentré dans une crise politique très grave. Voilà. Donc, je comprends cette lassitude, mais elle ne doit pas empêcher de déjà être heureux que ça se passe et pouvoir surfer sur la symbolique. Au-delà de la symbolique, on l'a dit tout à l'heure, c'est quelque chose d'important parce que on a les plus grands animateurs de la vie politique aujourd'hui. Voilà, ce sont les 3. Et à partir du moment où ces 3-là élèvent des choses en consensus, on a de fortes chances que ça arrive. Et puis finalement... ce sont, je pense, ceux qui peuvent obtenir, que ce soit par la persuasion ou par la conviction, des choses plus concrètes de la scène Ouattara que tout autre dans le monde, donc que tout autre dans ce pays. Du coup, on a su un événement important qui pourra impacter positivement, en tout cas on l'espère, la situation déjà intéressante. Vous avez bien fait d'insister sur le fait qu'on est dans une dynamique positive et je pense que ça va amplifier davantage cette dynamique-là. Alors, à vous entendre, demain, c'est une rencontre peut-être historique, parce que ce sont les 3 grands depuis 12 ans, ils ne se sont pas rencontrés, mais beaucoup d'attentes des populations. Alors, est-ce que vous comprenez que certaines personnes aujourd'hui continuent quand même à être, pas suspicieuses, mais qu'elles ne soient pas très engagées quant à un résultat positif attendu de cette rencontre? Évidemment, parce que le passé nous en a édifié. Il y a eu des rencontres de 4 grands, les rencontres entre les mêmes 3. Et par la suite, tu l'as rappelé, ça a débouché sur d'autres crises. Donc finalement, les Ivoiriens restent un peu pessimistes. Et beaucoup de gens se posent la question de savoir qu'est-ce que demain, ces 3 vont nous réserver encore demain. Et ils sont pessimistes parce que le passé ne nous a pas donné de résultats concrets en termes de sortie de crise, de réconciliation. Mais je pense qu'il ne faudra pas rester toujours dans le pessimisme. Parce qu'est-ce que vous leur dites? Pour moi, la réconciliation doit partir du sommet pour descendre dans la base. C'est-à-dire, les principaux acteurs de ce qu'on a vécu, c'est eux qui se retrouvent. Et s'ils se retrouvent et qu'ils peuvent vraiment dialoguer franchement, quand ils sortent de là, à eux maintenant de convaincre leurs partisans qui les suivent, de sorte à rentrer dans cette dynamique positive pour qu'on sorte vraiment de tous les sentiers battus. Mais au-delà de tout ça, je pense qu'on est dans une phase purement démocratique. Il y a des questions techniques. La démocratie rime avec les règles du jeu et le respect des règles du jeu. Je pense que pour ne pas qu'on retombe dans quelque chose qu'on a déjà entendu, ça, les règles du jeu, le respect des règles du jeu. Oui, pour ne pas qu'on retombe dans une situation, parce que parfois, ils peuvent bien se parler, mais au niveau des règles du jeu, il y a des choses qui ne vont pas. Il faut qu'on ait des règles du jeu de façon très transparente. Et on parlait tantôt de la CEI qui est en train de bouger, de découpage électoral, et de toutes ces questions liées vraiment à la démocratie. Il faut que ces questions trouvent véritablement des réponses positives, et de sorte que tout le monde se sente vraiment à l'aise par rapport aux règles du jeu de la démocratie. Après ça, je crois que le reste va suivre. Parce que la réconciliation, en fait, les Ivoiriens ne sont pas véritablement en crise. Vous voyez que c'est au moment des élections qu'il y a des soucis. Ça veut dire que les règles du jeu des élections posent problème. Il faut qu'on arrive à régler ces problèmes-là. Alors, justement, Arthur Banga, comment on arrive à régler ces problèmes anticipés? Parce que les crises interviennent souvent lorsqu'il y a le résultat, ou peut-être pendant, on va dire, les meetings donc préélectoraux, mais c'est surtout quand il y a des résultats. Comment justement, c'est ce genre de rencontres de haut niveau, le pays vous regarde, les Ivoiriens vous regardent, le monde regarde la Côte d'Ivoire demain. Qu'est-ce qu'on se dit pour marquer l'histoire? Justement, d'abord, il y a Félix
fait bien de le rappeler. On est espérant dans une phase de la vie de nos trois elders où je pense la place qu'on laisse dans l'histoire, elle est beaucoup plus importante maintenant aujourd'hui. Façonner l'héritage, façonner sa position, c'est quelque chose de très important. Deuxième chose, n'oublions pas que ce genre de discussion, ce genre de forum, de rencontre, s'ils arrivent à des consensus sur les règles du jeu. Parce que qu'est-ce qui pourrit l'atmosphère? Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les élections en Côte d'Ivoire sont toujours conflictuelles? C'est parce que d'abord, on n'admet pas les mêmes règles et souvent, au moment de l'application de ces règles, il y a des soucis, il y a des problèmes. Donc aujourd'hui, si ces trois parviennent, ne serait-ce qu'à ouvrir le chemin pour qu'on arrive à un consensus autour de ce qui va réglementer notre démocratie et réglementer nos élections, on aurait fait un pas important vers la paix définitive et la paix durable. N'oublions pas aussi que la paix se construit. La réconciliation, elle se construit. On prend beaucoup. C'est très facile d'abîmer les liens qu'on a. Pour les reconstruire, ça doit aller par petites touches et tout le monde doit s'y mettre. Encore plus ceux qui sont nos responsables et ceux qui sont quelque part aussi responsables de cette crise-là. Voilà. Alors justement, nous allons écouter les populations qui expriment leurs attentes par rapport à ce dialogue politique qui aura lieu demain, 14 juillet. C'est une rencontre au sommet. Écoutons. Je pense que déjà, les trois leaders déjà représentent déjà 3 grandes décennies. Et à mon avis, je pense qu'après leur rencontre, il y aura certainement peut-être une sorte de cohésion qui va vouloir se mettre en place. Donc moi, mon idée, c'est que, pour ce que je peux dire en fait dans cette histoire, c'est qu'on aimerait mieux que cette rencontre ne soit pas juste une rencontre juste pour pouvoir parler seulement que des histoires, mais aussi de pouvoir parler aussi du futur. Ce sera vraiment avantageux que les trois leaders puissent en fait, se projeter sur un futur proche d'ici 5 ans, 10 ans pour voir ce qui peut arriver. Donc je pense que pour ma part, en tant que citoyen ivoirien, c'est une belle initiative. C'est-à-dire au-delà même des politiques, entre nous, si on se parle déjà et que ça remonte au niveau des politiques, je pense que c'est une action à saluer. On espère que de cette rencontre-là va sortir quelque chose de potable où vraiment tout le monde aura la tête tranquille. Enfin, il faut qu'on sorte de ça avec un esprit apaisé, pour voir que les trois grands leaders se parlent et que ça réjaillisse un peu sur la population. Depuis la crise, normalement même les trois devaient se croiser pour s'asseoir et puis discuter pour voir qu'est-ce qui ne va pas exactement. Voilà. Donc si vraiment cela soit effectif, vraiment, je pense que c'est une bonne chose. Voilà, parce qu'on a besoin de ça. Pour la politique de la Côte d'Ivoire, si les trois partis ont décidé de s'attendre, c'est une grande bonne idée. Parce que nous, la population, on est fatigué de la guerre. Seulement nous voulons la paix. Et la paix pour la Côte d'Ivoire. Rien ne vaut que la paix. Donc je crois que c'est une bonne idée. J'encourage tous les politiciens à s'attendre. Voilà, dans un pays où il n'y a pas la paix, ça joue sur l'économie, ça joue sur tout le monde. Voilà, nous sommes un. Même quel que soit que tu es musulman, nous sommes un, tu es chrétien, nous sommes un. Nous prions le même Dieu. Les politiciens doivent savoir aussi que nous tous, nous sommes un. Si ça peut nous apporter la paix, c'est ce que tout le monde demande. Quand il n'y a pas de paix, il n'y a pas de développement. Il n'y a pas de paix dans le pays, personne n'a la paix. Donc je pense qu'on est tous pour cette paix. Mais il faut que cette rencontre soit une rencontre sincère. Moi, je veux la paix. Si les trois s'entendent, je crois que ça peut aller. Ils n'ont qu'à laisser tout ce qui est la haine. Nous voulons la paix dans cette nation. Pour que nous aussi, nos enfants puissent grandir dans la paix et la joie. Parce qu'un enfant qui vient de naître, qui a 4 ans, qui a 5 ans, il n'a pas vu la guerre. Nous, on a vu la guerre, donc on sait ce que c'est que la guerre. Donc nous, on ne veut plus la guerre. Ils n'ont qu'à s'entendre, ils n'ont qu'à s'attraper pour que Dieu puisse bénir la nation. Ils n'ont qu'à s'entendre, ils n'ont qu'à s'attraper pour que Dieu bénisse la nation. On ne veut plus de guerre, on veut la paix. Félix Boni. Il n'y a pas meilleure, conclusion que ce que la dame a donné. Et en plus, ils sont eux-mêmes usés par les crises, ils sont fatigués. Si vous remarquez, parmi eux, il y en a un qui a fait plusieurs fois la prison. Et tous, ils ont connu l'exil. À un moment donné, on s'arrête. Chacun de ces leaders et leurs partisans ont été victimes
Et je n'ai pas envie de dire autre chose. Chacun a subi quelque chose. Et tous les Ivoiriens, chacun d'entre nous, à part les nouveau-nés, qui peut-être n'ont pas vu la situation, chacun d'entre nous avons... Mais à un moment donné, il faut tourner la page et puis passer à autre chose. Je crois qu'eux-mêmes, ils sont fatigués. Et comme ils sont fatigués, à la rencontre de demain, quelqu'un a dit qu'il faut qu'ils se projettent dans un avenir proche pour nous offrir quelque chose. L'avenir proche, c'est d'abord les élections en 2023. Ensuite, l'avenir en 2025, c'est-à-dire à moyen terme, on a les élections présidentielles 2025. Franchement, que cette rencontre-là débouche sur quelque chose qui va nous permettre de passer des élections tranquilles en Côte d'Ivoire et que ce pays qui est si beau, avec toutes ses ressources, ce beau peuple, le dernier recensement nous donne 75% de jeunes. C'est-à-dire l'avenir est encore garanti dans ce pays. 75% de jeunesse, c'est-à-dire la jeunesse est l'avenir. Laissez un bel héritage à cette jeunesse. Parce que, au-delà de tout, ce combat qu'ils ont mené, c'est pour dire que nous aimons notre pays. Si on aime le pays, le plus gros cadeau qu'on peut donner à un peuple, c'est la paix. La stabilité. La stabilité pour que le développement... À la Côte d'Ivoire, et quelqu'un l'a dit, si on a la paix et la stabilité, le développement en Côte d'Ivoire, ce n'est pas un miracle. Ce n'est pas un miracle. Alors, Arthur Banga, justement, vous avez entendu ces femmes et ces hommes s'exprimer. Vous, qu'est-ce que vous pensez? En tant que citoyen, qu'est-ce que vous pensez au regard de ce qui a été dit? Je pense que le mot qui est plus revenu, c'est le mot paix. Oui. Donc, on sent que c'est l'aspiration profonde des Ivoiriens aujourd'hui. Et ils ont raison d'ailleurs, parce que la paix conditionne tout, le développement, le bien-être, etc. Et d'ailleurs, c'est tout ça qui aujourd'hui regroupe le mot paix, d'ailleurs. Ce bien-être, cette liberté d'expression qu'on peut avoir. Et aujourd'hui, ces trois présidents qu'on a connus sont face à leurs responsabilités. On est dans un moment d'apaisement. Je pense qu'ils doivent saisir l'opportunité d'amplifier ce mouvement et de lui donner des bases solides. Donc, on espère vraiment que demain, ils puissent lancer les chantiers de ce qui va être le socle de la paix durable. D'autant plus que s'il y a beaucoup d'espérance, n'oublions pas qu'il y a beaucoup de désespoir, on a dit beaucoup de lassitude. Il y a des gens aujourd'hui qui n'y croient pas, qui n'y croient plus. Et vous les comprenez? Totalement, on les comprend totalement. D'autant plus que, on l'a dit, il y a eu déjà plusieurs rencontres de ce genre. Et d'autant plus que depuis pratiquement le début des années 2000, on ne s'en sort pas. 22 ans. Voilà, on pensait que l'élection présidentielle de 2020 allait mettre fin à tout ce cycle-là. Au contraire, elle s'est soldée aussi pas un drame. Donc, il faut comprendre aussi cette lassitude. Il faut comprendre aussi ces gens qui n'y croient plus et pouvoir leur donner de l'espoir à travers des résolutions, des engagements très forts et très fermes. Alors, est-ce que finalement, on voit, c'est vrai, les trois grands, ce sont les leaders, on va dire, les plus charismatiques pour certains. En tout cas, ce sont les anciens chefs d'État. Il y a un chef d'État en exercice, le président Ouattara, et deux anciens chefs d'État. Mais est-ce qu'ils sont les seuls à devoir porter la responsabilité de la paix, de la stabilité, du développement économique en Côte d'Ivoire sur leurs épaules? Ils ne sont que trois. Et la population? Ce sont les trois leaders. Quand on parle de leader, ça veut dire qu'il y a un leadership. Donc, ce sont les trois leaders. Et la population, elle ne doit pas contribuer, participer? La population doit contribuer, participer, mais cette population regarde généralement ces trois leaders pour agir. Un leader, c'est celui qui est un modèle, c'est un mentor. Et le mentorat, ça implique tout, ça entraîne tous ceux qui sont derrière. Un mentor peut se tromper? Oui, mais les populations, vous remarquerez que même quand le mentor se trompe, ceux qui le suivent, pour eux, le mentor est toujours dans la bonne direction. Donc, c'est pourquoi ce sont ces trois leaders qui doivent impulser véritablement cette réconciliation. Et les signaux qu'ils vont donner auront un impact important sur leurs partisans, mais sur l'ensemble de la population ivoirienne. Parce que, quoi qu'on dise, tout le monde n'est pas forcément pro-Bédié, pro-Ouattara, pro-Gbagbo. Mais même ceux qui ne sont pas pro... il y en a qui sont pro-Côte d'Ivoire, tout simplement. Ils sont pro-Côte d'Ivoire. Et même ceux qui ne sont pas derrière, tout le monde regarde ces trois pour dire où ils nous mènent maintenant. Et donc, c'est pourquoi ils doivent donner des signaux forts. Et moi, je dirais même que lorsque quelqu'un parle de projeter, se projeter sur un futur proche ou à moyen terme, j'espère, c'est pas à l'ordre du jour certainement, mais j'espère que demain, ils nous feront une grosse surprise. Ils pourront se dire, nous avons 30 ans, pendant 30 ans, nous avons été toujours en antagonisme. Regardez ces trois leaders.
Tantôt, il y en a 2 contre 1. Et ils ont bouclé la boucle aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est M. Bédié et Gbagbo contre M. Ouattara. Il y a eu un moment, M. Ouattara et M. Gbagbo contre M. Bédié. Oui. À un moment donné, il y a eu M. Bédié et M. Ouattara contre M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous voulez Ils dire, ont bouclé la boucle. Ça veut dire qu'ils ont été les principaux acteurs pendant 30 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, eux-mêmes, ils sont fatigués. Ils peuvent vous ont dit ça? réserver une belle... Non, ça se sent. Ils nous donneront une belle image demain en disant on a fait notre pour nous, chacun de nous a dirigé. Il faut que de nouvelles générations arrivent parce que pendant tout ce temps qu'on a été là, on a été des protagonistes de crise et il faut qu'on puisse laisser à d'autres générations. Et demain, s'ils sortent ces propos, c'est-à-dire nous prenons notre retraite, pas politique, retraite des joutes électes présidentielles, je suis sûr que le peuple ivoirien va les applaudir. Est-ce que vous pensez que c'est le sujet qui est à l'ordre du jour? Ce sujet peut être à l'ordre du jour parce qu'il y en a un déjà parmi eux qui parle de tourner la page pour confier les charges à une nouvelle génération. Et je suis persuadé que demain, quand il rencontrera les autres, il pourra leur dire, voyez, on a tous des cheveux blancs, on est tous fatigués. Si vous êtes dans le secret des dieux, dites-le nous. Hein. Peut-être que vous êtes dans le secret des dieux. Alors, si ce secret-là se réalisait, je pense que beaucoup d'Ivoiriens, comme moi, applaudiront ces 3 leaders pour dire, enfin, ils auront compris. Pour l'heure, ils travaillent sur les recommandations, sur le dialogue politique, ce qui a été mais je suis persuadé que ce point fera partie de leurs échanges parce qu'il y en a au moins un parmi eux qui va sortir ce point. Et on sait déjà que dans les états-majors politiques, cette question est évoquée quand même par rapport à 2025. Cette question, elle est évoquée, Arthur Banga, cette question, elle est évoquée. Il y a eu d'ailleurs beaucoup d'émissions, même sur la RTI, sur la question de la relève. Mais après, chaque parti politique décide de comment il gère son présent, son futur, et ses élections et ses candidats. Arthur Banga, alors demain justement, on parlait justement de cette rencontre. Ma question était celle-là. Est-ce que ils ne portent pas sur leurs épaules tout un poids qui doit être partagé aussi avec la population? Non, leur parcours, leur histoire et leur positionnement, c'est la conséquence. Ils ont été l'un et encore président de la République. Ils sont tous les trois leaders des principales forces politiques du pays. Ils ont la responsabilité. Voilà, et ils se sont mis au cœur, au centre, au carrefour, à l'épicentre de notre histoire politique depuis au moins 30 ans. C'est normal, ils ont créé des fidèles, ils ont créé des hommes, ils ont créé des armées, entre guillemets, et donc ils ont une responsabilité importante. Ils n'ont pas toute la responsabilité, évidemment, sinon ce serait facile. Ils n'ont pas toute sa responsabilité. Il y a une part de responsabilité qui nous revient. Et moi, je vois sur le terrain des ONG, des associations, des institutions même. Oui. Des médias se battre pour ramener la paix au sein des communautés, ramener le bien-être, le bien-vivre. Donc, il y a un mouvement qui est déjà enclenché. Sans ce mouvement, on ne serait pas là. Voilà. Mais à côté de ce mouvement, j'ai même envie de dire au-dessus de ce mouvement, il y a ces 3-là qui, par leur histoire, par leur parcours, par leur charisme, écoutez, ces 3 personnes à la vie exceptionnelle, hein, toutes les 3, elles ont été présidents de leur parti, qui mobilisent chacun des millions d'Ivoiriens, qui sont presque idolâtrés quand ils partent. Ça, c'est une vie de rêve, une vie que plein de gens auraient envie de vivre. Donc, elle n'est pas du tout repos, ceci dit. Bien sûr. D'ailleurs, c'est souvent à leur... je le dis souvent, c'est souvent à leur mérite. C'est souvent à leur mérite. Laurent Gbagbo, il a parcouru pratiquement toute la Côte d'Ivoire pour être celui qu'il est. Alassane Ouattara a dû vivre en exil, a dû se battre pour être ce qu'il est. Henri Konan Bédié vit dans l'ombre de Fouet-Bagny pendant chacun a une vie particulière. Chacun a une vie particulière qui a construit son histoire. Et c'est tout à leur honneur, d'ailleurs. Aujourd'hui, la conséquence de cette histoire, c'est qu'ils ont une responsabilité importante et on a plus que besoin de cette responsabilité pour sortir définitivement de cette crise. Alors, je voudrais partager avec vous 2 faits. Il y a eu l'élection du président de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous avez été surpris que le candidat Adama Bictogo du RHDP ait été élu à la quasi-unanimité? Plébiscité à la limite. Non, ma question, elle est, est-ce que vous avez été surpris que le candidat du RHDP, Adama Bictogo, ait été élu à la quasi-unanimité? Il a fait consensus et tout s'est déroulé de façon conviviale et apaisée. Est-ce que cela vous a surpris? On parle de dialogue politique, on parle de cette ambiance apaisée.
et justement ces discussions. Est-ce que vous avez été surpris rapidement? Je n'ai pas été surpris et c'est une belle image, quand bien même on pourrait l'analyser autrement parce que même si un autre candidat d'une autre formation politique arrivait, le RHDP avait suffisamment la majorité pour faire élire son candidat et je crois que les autres l'auront compris et se sont dit mais il faut qu'on pose un acte qui va dans le sens de l'apaisement. Et tous les partis politiques, je dis bien tous les partis politiques ont appelé à voter le candidat du RHDP. Ce qui veut dire que quand bien même quelques prêts. députés ont pu voter autrement, mais ça veut dire qu'ils ont voulu rentrer dans cette dynamique du dialogue politique, c'est-à-dire cette dynamique positive qu'on connaît depuis les élections législatives de 2021, et ils ont montré vraiment un signal fort. Je crois que tout cela aura contribué éventuellement à programmer cette rencontre entre les trois grands. Le président de la République a dû se dire, effectivement, je crois que le moment est plus fort opportun maintenant qu'on se parle, qu'on arrive à décrisper l'atmosphère, qu'on arrive à briser les barrières pour qu'on puisse effectivement amplifier ce qui a commencé. Et je crois que c'est un bon signal. C'est un signal des enfants d'une même nation qui ont véritablement envie d'avancer et de construire, consolider les acquis de leur pays. Arthur Manga, est-ce que c'est un symbole fort pour vous? Comment vous l'avez analysé? Moi, justement, je crains ce que je crains. Il ne faut pas que la volonté d'apaisement... Je suis tout à fait satisfait de l'apaisement, du dialogue qui a eu lieu, mais il ne faut pas que le dialogue parte vers la pensée unique. Voilà, moi, j'aurais aimé qu'on garde une pluralité politique dans un environnement sain, calme et parfait. C'est ça qui va montrer notre maturité. Donc, ça, moi, Est-ce que le fait que... parce qu'on a vu, le président Adama Bictogo a été rencontrer les différentes chapelles politiques, il a parlé d'apaisement, de tolérance, de dialogue, et surtout, il a engagé tout ce qu'il a rencontré dans une approche inclusive. Est-ce que ce n'est pas aussi ça de la démocratie? C'est le choix des députés de voter et des partis politiques de voter pour un candidat. La démocratie est d'abord basée sur la pluralité d'opinions. Et là, pour moi... C'est tout à l'honneur d'Adama Bictogo d'avoir réussi pour lui personnellement. C'est la majorité qui l'a emporté. De toute façon, la majorité allait l'emporter. Voilà. Ça n'allait pas être une surprise que le RHDP gagne les élections législatives. Et c'est tout à fait normal que quelqu'un qui soit candidat pas de faire campagne. Mais moi, je trouve que, attention à ne pas envoyer le signal de la paix, le dialogue, suppose pensée unique. La pluralité politique, pour moi, est un fondement de la démocratie et l'Assemblée nationale, en tant que chambre de la démocratie, devait être attachée à cette pluralité-là. Et d'ailleurs, ça va être plus important, plus intéressant, parce qu'on allait voir cette pluralité, cette compétition dans le même environnement apaisé, paisible, et qui allait donner des résultats qui n'allaient pas être tout à fait différent. C'est un choix des chapelles politiques. Et rassurez-vous, je pense que vous pouvez le vérifier, vous êtes historien, au sein de l'Assemblée nationale, les débats se poursuivent. Alors, la seconde question que je voulais vous poser, c'est concernant justement la Côte d'Ivoire, Abidjan, qui abrite de nombreux sommets, de plus en plus de sommets importants, avec de haut niveau, emploi, dialogue, discussion, développement et engagement de partenaires au développement. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que c'est comme message à l'endroit justement de la Côte d'Ivoire, des Ivoiriens et de ceux qui nous regardent? D'abord, je voudrais dire que la démocratie n'exclut pas aussi qu'on fasse parfois consensus sur certaines choses. Quand c'est bien aussi, on peut tous s'entendre sur certains points. Et puis au-delà de tout cela, chacun peut garder son identité, sa particularité. Et effectivement, lorsqu'on regarde par exemple l'évolution de la situation en Côte d'Ivoire, ne serait-ce que les 6 derniers mois, on voit combien de rencontres internationales ont eu lieu ici en Côte d'Ivoire, Africa CO Forum, le forum sur... on commence par la COP15. La COP15, tous ces éléments, ça montre que quelque part, quand le pays est apaisé, c'est-à-dire tout le monde s'intéresse à ce pays. C'est-à-dire la Côte d'Ivoire redevient ce carrefour de la communauté, carrefour en Afrique de l'Ouest, qui attire davantage les rencontres internationales parce que ce pays est apaisé. En plus, on a la Coupe d'Afrique des Nations, 2023. On a pu obtenir 2023, repoussé maintenant début 2024. Tous ces éléments doivent nous concourir à nous amener, nous, Ivoiriens, à être fiers et à consolider les acquis qui nous permettent d'obtenir toutes ces rencontres. Parce qu'au-delà de tout ça, ces rencontres, c'est nous qui gagnons. C'est-à-dire c'est la Côte d'Ivoire qui se vend. Mais en plus, même dans l'organisation, Dieu sait combien de jeunes gens s'impliquent, qui ont un petit salaire, quelque chose, qui s'impliquent et qui gagnent. L'hôtellerie, le tourisme, et Dieu sait combien de personnes qui vont et des emplois, qui vont et qui découvrent les potentialités de la Côte d'Ivoire, qui reviennent discrètement investir en Côte d'Ivoire. Alors tout cela devrait nous attirer l'attention que nous, Ivoiriens, si on est en paix,
on pourra tirer beaucoup de bénéfices de cette paix. Et les leaders politiques qui ont décidé de se rencontrer, je crois qu'ils voient tout ce qui se fait. Aujourd'hui, que ce soit l'opposition, ceux qui sont dans l'opposition voient ce qui se passe et je suis persuadé qu'ils saluent ce qui se passe. J'ai entendu quelques leaders de l'opposition saluer ce qui se passe. Ça veut dire que quand c'est bon, être citoyen que de le dire. C'est une forme de citoyenneté, de reconnaître ce qui est bon et de saluer ce qui est bon et que cela les encourage dans leur diversité à entrevoir le meilleur pour la Côte d'Ivoire. Et ce meilleur-là passera toujours par l'apaisement de la situation, la stabilité dans notre pays. Arthur Banga, justement, question. Est-ce qu'on peut demeurer dans l'opposition, saluer ce qui se fait, parce qu'on est un citoyen? Est-ce que cela veut sous-tendre qu'on n'a plus d'ambition d'arriver au pouvoir par les voies légales? Non, pas du tout. L'opposition, c'est de la responsabilité. L'opposition doit être systématique, elle doit être constructive. C'est analyser les situations. Quelqu'un ne peut pas faire tout faux quand même. Voilà. Quand le parti au pouvoir, le président de la République, le gouvernement font des choses positives, comme faire rayonner la Côte d'Ivoire, comme la rendre plus attractive, et naturellement, ça doit mobiliser toute la classe politique, toute opposition doit se reconnaître dans ces actions. Et je pense qu'elle se reconnaît dans ces actions-là. C'est tout à fait citoyen, responsable, voilà. Mais sans pour autant perdre sa pluralité, c'est clair. La démocratie n'exclut pas le consensus. Voilà, il y a des moments de consensus, il y a des lieux de consensus, mais l'élection à l'Assemblée nationale, pour moi, vous y tenez, hein? c'est l'Assemblée nationale, c'est le lieu par définition de l'expression des diversités, de la diversité. Et donc cette diversité doit avoir lieu ce jour-là pour qu'on la sente. Mais la diversité n'est pas obligée il y a un candidat quand elle n'est même. pas obligée d'être visible à travers un vote. Encore une fois, dans les discussions, je pense que dans l'hémicycle, ils discutent énormément. Après, évidemment, il y a quand même un parti qui est majoritaire. En plus, il y a eu deux candidats quand même. Hein. Oui. C'était pas un candidat unique. C'est pour ça que je suis l'un des rares à féliciter le candidat à mon coup, qui pour moi a très bien fait d'avoir maintenu ça. Alors, nous allons justement, dans quelques minutes, nous allons devoir clore cette émission. À quelques heures justement de cette rencontre historique, on a dit, entre le président Ouattara et les présidents, donc ancien président Laurent Gbagbo et Henri Konan Bédié, si vous aviez un message, vous êtes citoyen de ce pays, observateur averti de l'écosystème politique, du microcosme politique, quel serait ce message, Félix Boni? Moi, le message que je voudrais lancer à toute la Côte d'Ivoire, à tous ceux qui sont rangés derrière l'un et l'autre de ces leaders, c'est de savoir qu'à un moment donné, il y a des chocs de l'histoire. Mais après ces chocs de l'histoire, on tourne la page et on avance. C'est-à-dire qu'il faudrait plus repenser au passé, remuer le couteau de la plaie, réveiller les morts. Les morts sont morts. Mais les morts doivent nous inspirer de nouveaux comportements pour le présent et l'avenir. C'est pas trop dur, ça? C'est pas trop... Si, c'est dur. Mais c'est ce que je dis. Je donnais tantôt l'exemple de l'Allemagne. Oui. Mais quand vous allez à Berlin, que vous découvrez ces images, ils viennent chaque fois s'incliner sur les images de leurs morts. Mais ça leur inspire autre chose. Ça ne les pousse pas à la vengeance. Ça les pousse à tourner la page pour dire il ne faudra plus que ça se répète. On a le Rwanda aussi sur le... On a le Rwanda qui a réussi à se remettre sur pied après les moments douloureux qu'ils ont vécus. Donc les morts, c'est vrai, on a perdu. Et les morts, c'est dans tous les camps que chacun a eu des morts. Chacun dans tous les camps a été victime de la situation. Il faudra qu'on apprenne à tourner cette page et que derrière nos leaders, s'ils embouchent la trompette de la paix, oui, qu'on se rende dans cette trompette de la paix et que tout le monde, toute la Côte d'Ivoire se dise, au-delà de tout, nous sommes tous frères. Et quand on s'unit en famille et qu'on est tous frères, qu'on a la stabilité, le pays avance et chacun de nous peut en profiter. Maintenant, au-delà de tout ça, à nos trois leaders, franchement, chacun de trois a gouverné, chacun de trois a donné ce qu'il pouvait donner. Aujourd'hui, ils sont à un certain âge, ils peuvent se reposer, tourner la page et permettre à de nouvelles générations de venir apprendre à donner également leur expérience. Et puis, j'en appelle aussi à ceux qui ne font pas partie du dialogue. Parce qu'aujourd'hui, quand les trois vont se réunir, qu'ils vont partir, la question, c'est la question Guillaume Soro, par exemple. Il faudra que le président, c'est un père de famille, qu'il tende la main à son fils et que tout le monde rentre pour que la Côte d'Ivoire soit, que les psychoses se brisent et que l'apaisement soit véritablement inclusif. Arthur Banga, message, souhait, attente, espoir. Ouais, mon message d'abord à nos trois elders, c'est de dire qu'aujourd'hui, ils ont la chance déjà d'avoir cet âge-là, ils ont la chance d'avoir la vie qu'ils ont. Et il est temps peut-être
plus que jamais de poser ensemble les bases d'un héritage solide à laisser. Je pense que c'est leur place dans l'histoire, le dernier geste pour l'histoire qu'ils y pensent demain. Et aux Ivoiriens de garder espoir et que la paix, la réconciliation, c'est des choses qui se construisent souvent par petites touches, mais ensemble. C'est pour ça que nous devons former une nation par cette volonté de vivre ensemble. Et cette volonté de vivre ensemble qui va se construire par petites touches. Merci Félix Boni pour votre contribution. Merci Arthur Bahanga. De toutes les manières, je pense que nous nous retrouverons sans doute pour un décryptage après ce rendez-vous du 14 juillet. Merci. Merci. Merci mesdames, messieurs de nous avoir suivis. Merci d'avoir suivi cette émission, ce numéro de Ça fait l'actualité, bâtir une nation forte est l'affaire de tous. Merci aux équipes rédactionnelles et techniques qui ont permis la réalisation de ce numéro de Ça fait l'actualité. Bonsoir, à très bientôt. Restez sur RTI 1 pour la suite de ces programmes. À bientôt.